La prophétie, livre 3, l'esprit léopard. Un livre autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Certaines scènes érotiques explicites se trouvent dans cette œuvre. L'écoute en est donc réservée à un public. Chapitre 4, Black Eagle. Je referme le bloc dont j'ai déjà noirci une quinzaine de pages. J'ai l'habitude de commencer à rédiger mes rapports sur site, avant même d'être rentré à Paris. Il est temps de penser à aller chercher Nathalie pour déjeuner. Comme prévu, Sylvie et elle sont partis ce matin, un peu avant 8 heures, et j'ai promis de passer les récupérer avec François aux environs de midi. Bertrand nous retrouvera à leur bureau. Après-midi, repos pour tout le monde. Nathalie rejoindra les Sugar Rock que vers 16h pour la dernière répétition avant le concert. Hier soir, elle n'a pu terminer le récit de son séjour au Nevada. Il était plus de minuit lorsque nous avons éteint la lumière, mais un tout petit peu plus tard, lorsque, nos ardeurs éteintes, nous avons cédé au sommeil. Je range le bloc, le temps de retrouver mes lunettes de soleil, et je suis dans le patrol. Lorsque je pousse la porte du QG de Nathalie, je suis surpris par la transformation des lieux. Il est vrai que je n'y suis pas venu depuis quelques jours. C'est tout juste si le trio de scientifiques plantés devant une table à dessin s'aperçoit de mon entrée. Agrafée à la table, une immense carte géologique de la région, au 1/25 millième, est piquée de punaises multicolores, reliées par des fils de couleurs, qui semblent former une toile d'araignée. À droite, posé sur un chevalet, un grand panneau de contreplaqué, constellé de fiches de couleurs correspondant aux punaises et rempli d'inscriptions kabbalistiques. À gauche, le grand tableau noir est couvert de calculs, aussi hermétiques qu'un texte cunéiforme. C'est Sylvie qui, la première, s'aperçoit de ma présence. On dirait qu'elle sort d'une transe et cligne des yeux, comme un hibou ébloui par un projecteur. « Oh, bonjour, monsieur Rigne. » Je rectifie. Jean. Sourire de Sylvie qui reprend pied dans la réalité. Excusez-moi, l'habitude. Notre bref échange verbal a totalement déconcentré François et Nathalie, qui se retournent vivement. Ses lunettes dorées sur le bout du nez, le regard bleu acier, elle est prête à foudroyer l'importun, ayant osé interrompre la séquence en cours. J'ai de la chance, elle me reconnaît juste avant que, telle la Gorgone, elle ne m'ait changé en statue de pierre. Ah, John, c'est vous? Mais quelle heure est-il? Je la taquine gentiment. Heure de la Terre ou de Sirius ? Je sais ce qu'elle ferait à ce moment-là si nous étions seuls. En 3 pas, elle serait tout contre moi, nouerait ses bras dorés à mon cou et m'embrasserait passionnément. Ses yeux me disent tout l'effort qu'elle doit faire pour ne pas céder à sa pulsion. Au risque de me trahir, je lui rends son baiser virtuel avec les yeux. Il est exactement 12h15. Une petite faim ? C'est Bertrand qui, passant la porte à cet instant, répond à ma question. Pire qu'Obélix, j'avalerais un faco à moi tout seul. Tout le monde rit. C'est Nat qui donne le signal du départ. Posant le bout de craie qu'elle avait à la main et s'essuyant avec un chiffon, elle s'adresse à ses 2 acolytes. Bon, on continuera lundi. Allons rendre une petite visite au faco de Bertrand. Je ne sais si Bertrand de Valois était de mèche avec le chef, mais le civet de faco qui nous attend est à tomber, et nous devons tous nous faire violence pour ne pas en reprendre. Nathalie sort de la salle de bain, vêtue de sa seule beauté. Son regard ne me laisse aucun doute sur ses intentions. Une demi-heure plus tard, sa respiration s'apaise lentement. Elle est nue dans mes bras, au milieu du grand lit, aux draps tout froissés. Son visage d'ange exprime tout le bonheur du monde. Tu as été un grand guerrier. Un bisou, un sourire. Un grand guerrier ? Je n'ai pas l'impression d'avoir fait la guerre. Non, bien sûr. C'est juste parce que j'étais en train de penser à mon séjour au Nevada. Je crois que je te dois la suite de l'histoire. Je t'écoute. Mais quel est le lien avec un grand guerrier ? Tu vas comprendre. Où en étais-je déjà? Je me concentre une seconde. Duncan venait juste de te dire de ne pas t'inquiéter parce que sa soirée était entièrement payée. Ah oui. J'ai mis quelques secondes à réaliser et le regard de Peggy m'a aussitôt confirmé que c'était bien elle qui avait organisé et payé cette rencontre. Je lui ai dit qu'elle était folle et, réalisant ce que cela impliquait,
Je lui ai demandé ce qu'elle avait raconté à Duncan. C'est Duncan qui m'a répondu. Il avait un sourire rassurant, respirant la franchise. J'étais sûre qu'il ne mentait pas lorsqu'il m'a dit « Votre amie ne m'a rien dit de vous. Je crois qu'elle pense que vous avez besoin de vous sentir en confiance avec un homme que vous ne connaissez pas et que je pourrais vous y aider. » Je n'étais pas très contente et cela devait se voir. J'ai demandé à Duncan « Si mon ami ne vous a rien dit de moi, qu'est-ce qui peut bien vous faire penser que je ne me sens pas en confiance avec les hommes ?» Il a souri, de ce sourire énigmatique dont je devais apprendre qu'il marquait une empathie particulière pour son interlocuteur. La réponse est dans votre question. J'avoue que j'étais déstabilisée et Peggy en a fait les frais. Bon Dieu, mais de quel droit? Je n'ai pas terminé ma phrase. Je n'avais pas besoin d'entendre sa réponse. Je la connaissais. Tout simplement parce que je t'aime et que je voudrais tant que tu puisses retrouver une vie normale. Elle a seulement dit « Tu sais, Duncan est très bon dans sa spécialité. » Il fallait que je dise une bêtise. Ah oui, laquelle? Étalon ou psychologue? Je me suis retournée vers Duncan, prête à m'excuser. Il ne m'en a pas laissé le temps et m'a épargné de dire d'autres sottises. En toute humilité, j'ai la faiblesse de penser que j'ai quelques qualités dans chacune d'elles. En quelques mots, il avait désamorcé ma colère. Je me suis levée et j'ai embrassé Peggy. « Excuse-moi, je suis stupide. » Et sur le point de me rasseoir, prise d'une impulsion soudaine, j'ai aussi embrassé Duncan. « Pardonnez-moi, ce n'était pas très gentil de ma part. » Avec ce sourire qui commençait à me faire craquer, il m'a répondu. « Vous l'étiez déjà, mais avec ce bisou, vous l'êtes doublement. » C'est le moment qu'a choisi la dame qui, de table plus loin, chevauchait discrètement son cavalier pour exprimer son bonheur par quelques petits couinements. Tout le monde a ri. Duncan avait des dents magnifiques. J'interromps Nathalie. Tout était magnifique chez cet homme. Tu vas finir par me rendre jaloux a posteriori. D'autant que tu ne m'as encore pas parlé de son pénis, et là, je crains le pire. Elle rit, m'embrasse et m'enveloppe d'un regard câlin. Tu n'as aucune raison de l'être. Ton pénis est largement aussi beau que le sien. Mais si j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui, je ne l'ai jamais aimé. Elle glousse. Je parle de l'homme, bien sûr, pas de son pénis. Elle rit et se pourlèche les babines, comme un chat qui viendrait de laper une jatte de lait. Ses yeux me scrutent. J'ai toute son attention. Elle poursuit donc. Ayant craint un instant que je ne rentre pas mes griffes, Peggy avait l'air toute heureuse de voir que la communication était établie entre Duncan et moi. Elle s'est levée. « Bon, je vais vous laisser faire connaissance et je vais essayer de trouver chaussures à mon pied. Ce serait dommage d'être dans la boutique d'un grand confiseur et de ne pas goûter une de ses friandises. » Disant cela, elle m'a confié sa pochette et est partie en chasse du côté de la piste de danse. Elle avait dû repérer sa proie depuis le haut des gradins, car à la minute où elle a mis le pied sur la piste, elle s'est retrouvée dans les bras d'un beau cavalier blond qui, en dehors d'un nœud papillon très élégant, ne portait rien d'autre qu'un pantalon moulant. Je me suis penchée vers Duncan. « Il y a longtemps que vous connaissez Peggy ?» Il a froncé les sourcils pour rappeler ses souvenirs. Oh, un peu moins d'1 an. J'étais décidément très indiscrète. « Et vous... elle... enfin... vous voyez ce que je veux dire ?» Toujours ce sourire adorable et ce regard bienveillant. Elle est devenue une amie. C'est une grande dame avec un grand cœur et j'ai beaucoup de respect pour elle. La réponse était sibylline et j'ai lourdement insisté. « Elle est aussi votre cliente ?» Ses yeux d'or se sont plantés dans les miens. J'en ai eu des frissons partout. Ça, c'est à elle qu'il faudra le demander. Que ce soit comme étalon ou comme psychologue, je suis tenu à la discrétion professionnelle. La flèche avait fait mouche. J'étais rouge de confusion. « Vous m'en voulez pour tout à l'heure ?» Non, pas le moins du monde. J'aime beaucoup les chevaux et j'aime assez me voir en étalon. Une série de flashs de copulation équine m'a traversé l'esprit. Je devais être rouge écarlate. J'avais le feu aux joues et mon périnée était hors de contrôle. Heureusement que la table à laquelle nous étions assis était dans une demi-obscurité. Duncan n'avait pas dû me voir rougir. Enfin, c'est ce que j'espérais. Il m'a rassurée sur ses petites piques. Pour être l'ami de Peggy, il faut être quelqu'un d'intelligent, de raffiné,
et ayant du caractère. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'être un peu cavalier. Et n'y voyez là aucune allusion, ni aucun jeu de mots. J'ai essayé de tester un peu son ego. En plus d'être beau, sportif et cultivé, vous avez aussi le sens de l'humour. Toujours son sourire énigmatique. Et beaucoup d'autres qualités, dit-on. Mais aussi, rassurez-vous, quelques défauts. Je n'ai pu m'empêcher de demander « Qui sont ?» Il a pris délicatement ma main et a déposé un baiser léger comme un souffle sur le bout de mes doigts. À vous de les découvrir. Puisque j'en avais la permission, pourquoi ne pas en profiter et apprendre un peu à connaître ce sphinx? C'est l'instant qu'a choisi Peggy pour monter les marches des gradins et disparaître derrière les tentures d'un box, escortée de son danseur. J'ai failli me mettre à bafouiller d'autant que j'étais certaine que Duncan l'avait vu aussi. À part une petite lueur dans son regard, aucune réaction sur son visage, ce qui m'a permis d'enchaîner sans marcher sur ma langue. Parlons donc de vous. Vous n'avez pas d'accent particulier? Boston, New York ou San Francisco? J'avais bien remarqué sa peau cuivrée, ses cheveux noirs et ses yeux en amande, mais alors que je m'attendais à ce qu'il me réponde « Hawaï », il s'est penché vers moi. Mon père était un Otametaneo, autrement dit, un guerrier chien, ou soldat chien Cheyenne, de l'Oklahoma. Ma mère est une Shoshone du Nevada. Il a eu un petit rire. Mon père est mort alors que j'étais très jeune, et ma mère étant revenue vivre dans sa tribu au Nevada, je n'ai pas reçu l'initiation des soldats chiens. Un vieux Shoshone, qui avait bien connu les Cheyennes, m'a dit que j'en avais l'âme, et que je devais fortifier mon corps et mon esprit. C'est à lui que je dois d'être gymnaste, et bientôt, j'espère, docteur en psychologie. Je lui ai demandé « Votre activité, est-ce aussi une vocation ?» Il m'a répondu « Une vocation? Je ne sais pas, mais au risque de vous surprendre, j'aime ce que je fais, et je dirais même que j'en suis fier. Je ne vous apprends rien en vous disant que la sexualité des femmes est bien différente de celle des hommes. Même celles qui, dans une étreinte de passage, ne recherchent rien d'autre qu'une satisfaction physique, ont besoin de tendresse pour y parvenir. J'y inclurais les femmes qui ne peuvent être satisfaites que par des étreintes très viriles. Je ne crois pas qu'elles peuvent les apprécier si elles ne lisent pas un minimum de tendresse et de respect dans les yeux de leur partenaire. » J'ai été complètement bluffée par ces quelques phrases et, pour la première fois depuis 2 ans, j'ai apprécié la compagnie d'un homme. Le premier que j'entendais parler de tendresse indispensable à l'accomplissement de l'orgasme féminin. Je ne sais s'il l'a vu dans mes yeux, toujours est-il qu'il a aussitôt changé de sujet en me demandant de lui parler de moi. Ce que j'ai fait pendant une bonne demi-heure. Je lui ai fait un résumé de ma vie en terminant brièvement sur ce que j'ai appelé l'échec de mon mariage, précisant que j'étais divorcée et que maintenant tout allait bien. J'ai vu dans ses yeux qu'il n'était pas dupe une seule seconde de ce qui n'était pas un mensonge, mais pouvait difficilement passer pour la vérité. J'ai été sauvée par le gong, ou plutôt par Peggy, qui, selon toute apparence, avait reçu toute la tendresse qu'une femme peut attendre d'un homme et qui revenait se joindre à nous. Elle était radieuse et, pendant un moment, j'en ai été presque jalouse. Sur la piste de danse, l'alcool aidant, l'ambiance était de plus en plus chaude et il paraissait évident que les places dans les box et même sur les banquettes du haut comme celle où nous étions allaient devenir très chères. Nous faisant remarquer que nous allions être submergés par une horde de dames chauffées à blanc, c'est Peggy qui a pris l'initiative du départ. En parfait gentleman, Duncan nous a raccompagnés jusqu'à la limousine devant laquelle nous avons chacune eu droit à un baisement. Je me souviens du contact des lèvres de Duncan sur le bout de mes doigts. Comme j'étais la dernière à monter, il en a profité pour me tendre discrètement une carte de visite. Au plaisir de vous revoir, j'espère. C'est mon numéro personnel. Appelez-moi, à l'occasion. La limousine a démarré, et pendant quelques secondes, j'ai pu voir sa silhouette élégante disparaître lentement dans un rétroviseur. J'ai jeté un coup d'œil au Bristol qu'il venait de me remettre et j'ai lu à haute voix. Duncan Black. J'ai regardé Peggy. Je m'attendais à un nom plus Cheyenne. Peggy a souri et m'a répondu « Mais son nom est aussi Cheyenne qu'il est possible de l'être. Il faut juste rajouter Eagle. » Eagle? Oui. Duncan Black Eagle. Duncan est son nom de baptême chrétien,
et Aigle Noir, son vrai nom Cheyenne. C'est ainsi que l'appellent ses frères sur la réserve où vit sa mère. Je retourne la carte entre mes doigts. Au prime abord, je l'ai pris pour un Polynésien. Je croyais qu'il venait d'Hawaï. Enfin, peu importe. Polynésien ou Cheyenne, c'est quelqu'un de très agréable. Peggy me regarde attentivement. C'est surtout quelqu'un de bien. Pour avoir voulu me le présenter et avoir payé sa soirée, je suppose en effet qu'il doit l'être. Lui et toi, vous avez... Peggy a un très beau sourire, comme quelqu'un qui se souviendrait de quelque chose de très doux. Oui, il y a quelques mois. Une période où j'avais de gros soucis à mon travail. J'avais vraiment besoin de parler à une personne qui ne connaisse pas mon environnement professionnel et familial. Quelqu'un qui puisse écouter sans parti pris. Il a réussi à me faire lâcher prise. En quelques semaines, mon obsession de l'échec s'était envolée. J'ai demandé à Peggy, « Vous avez fait l'amour ?» 2 ou 3 fois, et vraiment, je peux te dire qu'il est tout aussi doué en ce domaine qu'en psychologie. Les deux allant sans doute de pair. Nous arrivons, la limousine s'engage dans l'allée de sa villa. Peggy s'interrompt, puis, d'un petit air détaché, « Tu vas l'appeler ?»« Je ne sais pas encore. Je te dirai ça demain. » Je caresse les seins de Nat depuis quelques instants, et ses tétons ont passablement durci. Est-ce ma caresse ou ses souvenirs ? J'ose penser que ce sont les deux. Quel était ton état d'esprit ce soir-là ? Nat pousse un gros soupir. Elle revit ces instants. J'avais très envie de le revoir, mais mon angoisse était directement proportionnelle à cette envie. Peggy m'avait pourtant dit qu'à partir du moment où je rémunérais son temps, je pouvais en employer chaque minute comme bon me semblait. Elle avait même rajouté « C'est justement tout l'intérêt par rapport à un homme rencontré dans une soirée ou dans un bar et qui attend quelque chose de toi. Lui n'attend rien. Il est là pour donner, que ce soit pour discuter, te conseiller ou faire l'amour si tu le désires. » Je m'attarde sur le téton gauche. Elle frissonne. Tu l'as appelé ? Oui, le lendemain, en fin d'après-midi. Sa voix était telle que je l'avais gardée en mémoire, enveloppante. Je risque une boutade. On peut donc dire que tu étais emballé. Nat se dégage de mes bras, s'assied et d'un geste vif, dont elle m'a déjà fait quelques démonstrations, s'empare des 2 parties les plus fragiles de mon anatomie. C'est cela, monsieur le plaisantin. Aurais-tu par hasard encore envie de plaisanter ? Vu son expression, je pense avoir de bonnes raisons d'être inquiet. Dois-je répéter ma question ? Je prends une profonde inspiration. Non, inutile. Je crois ne pas être dans une position qui me permette seulement d'y penser. Nat éclate de rire. J'adore son rire. Et là, d'autant plus qu'elle relâche sa prise. Comme si rien ne s'était passé, elle redevient sérieuse, mais m'observe du coin de l'œil. Je disais donc que Duncan avait une voix douce et enveloppante. Sachant que le vendredi était un de ses 2 jours de présence au Millennium, je lui ai demandé s'il était possible de se voir. Quelques secondes de silence pendant lesquelles mon angoisse avait décuplé et il m'a répondu que sa soirée n'étant pas réservée, il était à ma disposition. Mon angoisse n'a pas pour autant reflué, preuve qu'elle n'était pas liée au fait qu'il pouvait être pris, mais bien peut-être qu'il ne le soit pas et que je me retrouve en tête-à-tête avec lui. Lorsque Peggy est rentrée le soir, je lui en ai parlé. Sans hésitation aucune, elle m'a dit que c'était la preuve que j'en avais vraiment besoin et qu'elle était très heureuse que je me sois décidée. Le lendemain soir, lorsque je me suis préparée, mon cœur battait la chamade comme une midinette qui va à son premier rendez-vous amoureux. Sauf que là, j'avais une trouille bleue, les jambes qui tremblaient. Peggy m'avait prêté sa voiture, ce qui excluait toute consommation d'alcool pour la soirée. Ça tombait bien, je voulais garder l'esprit clair. Je me suis installée à la même table et j'ai dû attendre qu'il termine son numéro avant qu'il ne vienne me rejoindre. Nous étions vendredi soir. La salle était déjà pleine et il m'a proposé tout de suite de prendre un box, faute de quoi nous risquions de ne pas en avoir de la soirée et ainsi de ne pas pouvoir parler au calme. Il a rajouté avec son sourire craquant que je ne devais pas être inquiète et qu'il ne se passerait rien que je ne souhaiterais. À cet instant, je n'aurais pu dire si j'étais inquiète, excitée ou même en panique,
mais il m'inspirait tellement confiance que je l'ai suivi sans hésiter. Il a écarté et tenu le lourd rideau pour que je puisse entrer et a soigneusement refermé derrière nous. Le box était une petite pièce de 3 mètres sur 4, au mur et au plafond couvert de tissu tendu fuchsia. C'était une vraie bonbonnière meublée d'un lit à la tête capitonnée pas très large, mais d'apparence confortable. Une banquette et une table basse complétaient l'ameublement, et au fond, face à l'entrée, une porte donnait sur une salle d'eau avec une cabine de douche, auprès de laquelle 2 grandes serviettes de bain blanches étaient soigneusement pliées sur un présentoir métallique. Petit raffinement, 2 tubes de gel douche posés sur le lavabo étaient offerts par la maison. Dans le mur séparant la salle d'eau du boudoir était aménagé un placard pendré à porte coulissante. D'un geste de la main, Duncan m'a désigné la banquette où il m'a rejoint. « Voulez-vous boire quelque chose ?» Oui, merci. Un simple verre d'eau. J'ai la bouche sèche comme de l'amadou. Il s'est penché vers moi et m'a pris la main. « Je vous fais peur à ce point-là ?» Je lui ai répondu que si j'avais eu peur de lui, je n'aurais jamais accepté de le suivre jusque-là. Et que ce n'était que ma vieille angoisse qui ressurgissait chaque fois que j'étais en tête-à-tête avec un homme. Il tenait toujours ma main et m'a demandé si j'avais été victime d'une agression sexuelle. J'ai hésité une seconde avant de lui répondre que non, mais que c'était peut-être pire que ça. C'était la première fois que je le voyais réagir significativement à quelque chose. Il a arqué les sourcils. Ses yeux se sont arrondis. « Pire que ça? Mais que peut-il y avoir de pire ?» Ma réponse l'a laissé pantois. 2 ans de mariage avec un pervers narcissique qui m'ont amené au seuil du suicide. Et j'ai commencé à lui raconter l'horrible cauchemar qui s'était terminé par mon divorce 3 mois auparavant. D'abord, un peu tendu, je butais sur les mots, évoquant des souvenirs trop douloureux, puis je me suis vite reprise. Parler me faisait du bien. De temps à autre, il posait une question pour préciser un point et mieux appréhender la profondeur de mon traumatisme. Je lui ai expliqué comment, grâce à Peggy, j'avais pu échapper à l'emprise de ce malade mental et me réfugier chez elle avec mon enfant pour préparer et exécuter mon divorce. Par moments, je ne pouvais retenir mes pleurs et j'avais lâché sa main pour puiser dans la boîte de Kleenex qu'il m'avait tendue. L'épreuve était rude, mais à aucun moment il ne m'avait brusqué, me laissant parler comme les mots me venaient. C'est donc de moi-même, sans qu'il ait à poser la question, que je lui ai avoué que je n'avais plus de rapport sexuel depuis plus d'1 an et que je gardais du dernier avec mon mari un souvenir horrible. Ce jour-là, j'avais touché le fond de l'humiliation et depuis, même après mon divorce, il m'avait été impossible d'avoir la moindre relation avec un homme. Les 2 tentatives que j'avais faites étaient toutes récentes et s'étaient soldées par le même désastre. Crise de tétanie et vaginisme empêchant mon partenaire de me pénétrer. Je resterai sans doute à jamais le pire cauchemar de ces malheureux. C'est entre 2 sanglots que j'ai avoué à Duncan qu'il m'était impossible d'envisager qu'un homme puisse me toucher sans être terriblement angoissé à cette seule idée. C'est à ce stade de ma confession que j'ai éprouvé des sensations confuses et contradictoires. J'avais envie qu'il me prenne dans ses bras pour me rassurer, un peu comme on console une enfant d'un terrible chagrin, mais en même temps, je redoutais qu'il le fasse. J'étais une femme adulte, et qui plus est, une mère. Il me fallait surmonter et dépasser l'épreuve que j'avais vécue pour en sortir plus forte et redevenir une femme maîtresse de son esprit et de son corps. Il savait tout ça, et n'a esquissé aucun geste de consolation, se contentant de me sourire de cette façon si particulière, si apaisante. Sans que j'y prenne garde, le temps était passé à une vitesse folle et il me fallait songer à rentrer. J'étais sûre que Peggy m'attendrait et se ferait du souci si je tardais trop. Il m'a raccompagnée jusqu'à la voiture. Au moment de sortir mes clés, je lui ai demandé « Pourrais-je vous revoir bientôt ?» Il m'a répondu qu'il serait à ma disposition mercredi prochain, et au moment où je m'installais au volant, juste avant de refermer la portière, il m'a dit « D'ici là, essayez de repasser dans votre esprit l'entretien que nous venons d'avoir. Ne laissez pas retomber ce qui vient de germer.
Ne tentez plus d'oublier ce qui vous est arrivé, sinon votre corps, lui, s'en souviendra toujours. Portez cette épreuve comme un drapeau, comme une guerrière. Et me regardant droit dans les yeux, il avait rajouté. Parce que c'est ce que vous êtes, et c'est cette femme que je veux voir mercredi. Je suis ému par ce que je viens d'entendre, et je ne peux le cacher. Nat me demande un peu inquiète. Tout va bien, John? Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, non, tout va bien. Personne ne peut soupçonner ce que tu as souffert en te voyant aujourd'hui. Et je trouve extraordinaire que cet homme qui ne te connaissait pas ait tout de suite vu la guerrière qui est en toi. C'était un professionnel, et manifestement, il connaissait son job. De quel job parles-tu? Dans mon souvenir, il en exerçait deux. Les fossettes de son sourire ne sont pas celles de la guerrière, mais celles de la courtisane qu'elle aurait rêvé d'être. C'est exact, et j'ai pu vérifier qu'il était aussi bon dans un domaine que dans l'autre. Et elle rajoute, les yeux mi-clos. Juste un peu de patience. Comme prévu, lorsque je suis rentrée, Peggy m'attendait et n'a accepté d'aller se coucher qu'après que je lui ai raconté la soirée par le menu. À la fin de mon récit, elle m'a prise dans ses bras et m'a dit « Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Il a raison, tu sais. Tu es une guerrière. D'autres en seraient mortes ou en hôpital psychiatrique. » Je lui ai dit que dans l'abîme de ténèbres où j'avais sombré, il y avait une petite lumière et cette lumière, c'était Peter. Si j'étais encore en vie, je le devais à celle que j'avais mise au monde et à ma meilleure amie qui m'avait aidé à rester debout. Nous sommes restés sur le canapé, dans les bras l'une de l'autre, à savourer cet instant précieux. Les émotions que je venais de vivre avaient été si intenses que je crois que je me suis endormie un instant dans ses bras. Pour la première fois, j'entrevoyais la possibilité de me réapproprier mon âme et mon corps. Le mercredi suivant, à l'heure où commençait le numéro de Duncan, je suis retournée au Millennium. L'heure d'avant, je donnais son biberon à Peter. Il mangeait déjà comme un homme. Mais le soir, juste avant de dormir, c'était notre moment à tous les deux, celui où je le tenais contre moi. Il était mon bébé, ma lumière. Avant de partir, j'ai passé un petit coup de fil à Peggy, qui était à New York. Elle était très nerveuse et a dû me dire 1000 fois qu'elle s'en voulait de ne pas être là. J'ai dû lui promettre de l'appeler aussitôt rentrée, et ce, quelle que soit l'heure. C'était la 3e fois que je voyais Duncan faire son numéro de main à main. Cette fois-ci était différente. J'ai regardé chaque détail de son corps, chaque muscle se contracter et se détendre. La boule d'angoisse était toujours là, mais ce n'était plus elle qui maîtrisait mes sens. La douce chaleur que je sentais irradier dans mon ventre l'avait mise en cage. Lorsque Duncan m'a rejointe après son numéro, je ne lui ai même pas laissé le temps de s'asseoir. J'étais déjà debout. Il était très élégant, comme s'il s'était habillé pour une fête. Veste de lin blanc et nœud papillon sur un pantalon d'alpaga noir. Je l'en ai complimenté, compliment qu'il m'a retourné avec un regard admiratif dans lequel, pour la première fois, je voyais briller autre chose qu'un intérêt professionnel. J'avais passé 3 jours à faire les boutiques de Reno, et lorsque la vendeuse d'un petit magasin où Peggy était une fidèle cliente m'avait présenté cette robe, j'avais instantanément su que c'était celle-là et pas une autre. C'était une robe corolle noire plissée au-dessus du genou, taille haute, large bretelle et décolleté assez audacieux. À cet instant de son récit, Nathalie s'interrompt. Son regard est chargé de sensualité, comme si elle revivait et ressentait chaque moment de cette soirée au plus profond de son corps. La robe, je ne l'ai jamais remise, mais je l'ai encore apparée. Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en défaire. J'ai quelques kilos en moins, mais ma couturière fait des miracles. J'aimerais la porter à nouveau, quand nous rentrerons, pour Mike. Tu veux bien? Je lui vole un baiser. Bien sûr que je le veux. Tu ne l'as donc mise qu'une fois? Oui, ce soir-là. Il ne fallait pas que j'aie le temps de réfléchir à ce que je faisais. Je m'y étais préparée pendant ces quelques jours et je savais qu'à la moindre hésitation, je serais comme chaque fois tétanisée par la panique. Je n'ai même pas laissé à Duncan le temps de s'asseoir,
Je l'ai pris par la main et entraîné vers un des box aux tentures ouvertes. À peine étions-nous entrés que je l'ai pris par la nuque et l'ai embrassé. Ses lèvres étaient très douces, et mes dernières réticences se sont envolées avec ce baiser. Je me suis écartée de lui et, toujours très vite pour ne pas avoir le temps de penser, je me suis assise sur le bord du lit et me suis laissée aller sur le dos. Duncan s'est penché vers moi et très délicatement a fait glisser les bretelles de ma robe pour libérer mes seins. Puis il s'est assis à côté de moi et les a caressés. À peine avait-il effleuré mes tétons que ce qui restait de ma vieille boule d'angoisse s'était envolé. Quand il m'a encore embrassée, j'ai fermé les yeux. Plus d'angoisse, mon périnée était devenu fou. Je n'avais plus qu'une envie, le sentir en moi, mais il s'est encore fait désirer. Sa main sous ma robe, il a caressé mes cuisses et tout de suite senti aux contractions incontrôlées de mon corps qu'il lui fallait aller au-delà. J'ai soulevé les reins pour qu'il relève ma robe et retire mon string. Une légère pression et il a écarté mes jambes. En fait, non, je les ai écartées toute seule et c'est moi qui ai pris sa main pour le guider. J'ai cru que j'étais en train de devenir folle. Ses doigts sur moi, en moi, je l'ai supplié. « Duncan, s'il vous plaît, faites vite. » Il n'a ôté aucun de ses vêtements. Debout devant moi, il a pris mes jambes et l'instant d'après, lentement, il est entré en moi. Je crois que j'ai crié et que j'ai pleuré. Je gémissais et je sanglotais tout à la fois, mais c'était de joie et de bonheur et il le savait. Il a été très doux, très lent pour que je sente bien toute sa tendresse, pour que je sente bien que ce n'était pas une agression, mais un acte d'amour. La voix de Nathalie n'est plus qu'un murmure, et je dois me pencher vers elle pour tenter de comprendre ce qu'elle me dit. Cela ne suffit pas. Elle s'approche, colle ses lèvres à mon oreille, et, d'un filet de voix à peine audible, me raconte comment la bête de l'angoisse s'était enfuie au moment où il l'avait pénétrée. Elle me raconte la douce chaleur des lèvres de Duncan et celle de son pénis qui l'emplit totalement. Le siège de sa conscience a migré de sa tête à son sexe. Elle ne pense plus, elle ressent. Elle ne sait combien de temps ce bonheur a duré. Ce dont elle se souvient, c'est de son cri, lorsque Duncan emplit tout l'espace et qu'elle le sent se déverser en elle. Non, elle n'avait pas vraiment eu d'orgasme, seulement une immense joie qui l'avait envahie tout entière. Étrangement, à cet instant, elle n'avait pensé qu'à son bébé, et Duncan, après l'avoir relevé et déposé sur le lit, lui avait répété les mots qu'elle avait murmurés à l'instant où il avait joui en elle. « I'm alive !» Puis avec des gestes lents et appliqués, il l'avait dévêtue, s'était déshabillé et était venu s'allonger près d'elle. Elle avait eu l'impression de remonter lentement d'une plongée profonde et d'être dans la lumière d'un soleil quelque part dans un monde de paix. Son tourment et son angoisse n'étaient plus là, chassés par la douceur et la tendresse d'un homme. Tout doucement, elle avait repris pied dans la réalité, et là, c'était elle qui avait pris le contrôle, le caressant et le chevauchant jusqu'à ce qu'il se rende. Elle était bien cette guerrière qu'il avait exigé de voir. Elle venait de le lui prouver, et même sans avoir eu d'orgasme, elle avait ressenti un plaisir infini, celui d'être redevenue une femme. Lorsque bien plus tard, il l'avait raccompagnée à sa voiture, elle s'était rendue compte qu'il ne s'était pratiquement pas parlé. Il avait murmuré à son oreille « Je vous attends après-demain, je crois que nous avons beaucoup à nous dire. » L'heure d'après, tenant sa promesse, elle était au téléphone avec Peggy. Elle lui avait tout raconté, dans les moindres détails, les sensations les plus intimes que seule une femme peut ressentir et comprendre. Peggy avait ri et pleuré, lui disant combien elle avait hâte de la revoir. Cette nuit-là avait été paisible, sans le moindre cauchemar. Elle avait rêvé d'oiseaux, de fleurs et d'enfants. Le surlendemain, elle avait revu Duncan, et de nouveau, ils avaient fait l'amour. Très excitée, elle avait joui très vite. Cet orgasme, dont elle avait oublié les sensations depuis des années, était encore au rendez-vous,
lorsque de nouveau, elle s'était offerte. Duncan l'avait prise 3 fois, et 3 fois, elle était montée au ciel. Avant qu'il ne la raccompagne, Duncan lui avait recommandé de changer de partenaire. Il lui avait dit qu'elle était encore fragile et qu'il ne fallait pas qu'elle s'attache. Elle avait été triste, c'était la preuve qu'il avait raison. Les 2 hommes qu'elle avait rencontrés ensuite avaient été envoyés vers elle par Duncan, sans qu'elle le sache. Chaque fois, elle avait fait l'amour jusqu'à l'épuisement, comme si elle avait toute une vie à rattraper. Et puis, à l'instigation de Peggy, elle avait passé ce concours et obtenu le poste de conseillère à Paris. Après, je connaissais la suite. Le récit de sa descente aux enfers et de sa résurrection est achevé. Nathalie s'allonge sur le dos, les yeux fermés. Elle respire lentement, profondément. Un sourire paisible éclaire son visage. Tu vois, John? Nous sommes tous les 2 revenus d'entre les zombies grâce à des personnes que, tout comme aux Indes, notre société considère comme des parias. Des putains et des gigolos. Ils devraient porter ces noms comme des drapeaux. Qu'ils soient bénis.